De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie des invités. Nous aurons joint sur le plateau Alexandre Kiedi, vous êtes représentant UDPS France, bienvenue. Merci beaucoup. Et avec nous également Kerwin Maïzo, vous êtes analyste politique, bienvenue. Bonjour à tous, merci. Et nous sommes toujours en compagnie de notre éditorialiste Gemal Taleb. Tout de suite le dossier du jour. Étienne Tshisekedi, opposant historique en République démocratique du Congo, est décédé le 1er février 2017. Le président de l'UDPS n'aura pas pu assister à la mise en application de l'accord du 31 décembre dans lequel il avait été désigné président du Conseil national de suivi. Sa disparition rebat les cartes du jeu politique national. Aujourd'hui se pose la question de l'héritage qu'il laisse derrière lui. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Son rôle pour faire de son pays un état de droit est incontestable. C'est vers la fin des années 70 qu'Étienne Tshisekedi Wamulumba débute son combat contre la dictature du maréchal Mobutu, ceci après avoir été dès les premières années du règne un des acteurs importants du régime. Premier docteur en droit de l'université Lovanium de Kinshasa, en 1960, il fut approché par le colonel Mobutu pour faire partie du nouvel exécutif, collège des commissaires généraux, appelé à gérer les pays. Il sera ainsi nommé vice-ministre de la Justice. Acteur important de l'écriture en 1967 du manifeste de Lansele, une charte qui trace les grandes orientations de la gestion du pays à travers le mouvement populaire de la Révolution, Tshisekedi se rend compte de l'écart entre les recommandations formulées dans ces documents et le caractère dictatorial du maréchal Mobutu. Aux côtés d'Ngalula et les autres, il s'oppose au régime après le massacre dans le Kasaï oriental. Lorsqu'il y a eu le massacre de Katakalai, on protestait. Ils avaient écrit au niveau international pour dénoncer les meurtres qu'il y a eu au niveau des Kasaï. Et Mobutu était mécontent, il était même venu au Parlement d'ailleurs demander, nous dire qu'il y avait 3 sorciers que nous avions au niveau du Parlement. Il avait demandé pratiquement qu'on puisse lever les immunités parlementaires. Arrêtés puis relégués chacun dans son village natal, les 13 parlementaires dont faisait partie Étienne Tshisekedi constituent un noyau important de la lutte pour la démocratie en RDC. Libérés vers 1982, les frondeurs du mouvement populaire de la Révolution créent l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, devenant ainsi le principal parti de l'opposition au régime du maréchal Mobutu. L'avènement du multipartisme vers la fin des années 80 porte Tshisekedi au sommet de sa gloire. Il est élu Premier ministre à la Conférence nationale souveraine, poste qu'il occupera que pour 3 mois. Le combat de Tshisekedi est un combat figé dans l'opposition, comme si il n'a jamais lutté pour accéder au pouvoir, faire bénéficier les populations congolaises de son engagement en tant qu'acteur du gouvernement, par exemple. On aurait voulu qu'il vive encore beaucoup plus longtemps parce que je l'ai dit, quand il a commencé à dire oui, il est parti. Farouche opposant aux 3 derniers régimes en RDC, Tshisekedi boycotte les élections de 2006. En 2011, il est battu face à Joseph Kabila, mais revendique la victoire. Il prête serment à sa résidence, acte sans conséquence sur la victoire proclamée de Joseph Kabila. Dans l'objectif de réussir l'alternance en RDC et empêcher le président Joseph Kabila de se représenter pour un 3e mandat, il réunit une bonne partie de l'opposition congolaise en Géval en juin 2016. Le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement est créé et représente la plus forte plateforme de l'opposition congolaise. Sous la facilitation des évêques catholiques, le dialogue de la Senko aboutit à un accord le 31 décembre 2016 dans lequel Étienne Tshisekedi est désigné par consensus président du Conseil national des suivis des accords. Un choix justifié par son statut particulier dû à son combat politique. Le 24 février, il rentre pour un contrôle médical à Bruxelles et il y meurt d'une embolie pulmonaire.
Et le plus grand souvenir que nous laisse Étienne Tshisekedi, c'est l'accord du 31 décembre. Il a réussi à réunir une partie de l'opposition à Genval. Lui qui, depuis des années, ne voulait pas fédérer, acceptait difficilement des alliances. Il a accepté même ceux qui, jusqu'au dernier moment, bouffaient encore avec le président Kabila. Une guerre de leadership est déclenchée au sein de sa famille politique. Le rassemblement est restructuré. Félix Tshisekedi, porté à la tête de la plateforme, Pierre Lumbi est choisi président du Conseil des sages. En revanche, Joseph Olenga-Nkoyi est désigné président de l'autre frange du rassemblement. Pour les évêques, l'interlocuteur valable, c'est le rassemblement de tandem Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi. Le rassemblement venait de rendre publique sa restructuration dans laquelle sont identifiés les nouveaux responsables, c'est-à-dire ceux qui ont le pouvoir d'engager cette famille politique devant les tiers. Le bureau de la mission de vos offices prend acte de cette organisation et estime que le vide est désormais comblé à la tête du rassemblement. Tshisekedi mort, il est remplacé par son fils Félix Tshisekedi qui a conduit sous l'ordre de son père la délégation du Rassemblement au dialogue de la Cinco. Candidat du Rassemblement au poste du Premier ministre, ces choix divisent majorité et opposition dans la perspective de pourparlers de la Cinco. Tout le monde va se référer à Félix Tshisekedi parce que c'est lui qui remplace réellement Étienne Tshisekedi. Moi, je suis le président du Conseil de sages. Je travaille en étroite collaboration avec Félix. Dirigé actuellement par un secrétaire général, Jean-Marc Kabound, nommé par le leader Maximo, l'unité du parti, après la disparition de son président, fait débat. Edward Kennedy nous disait en 1976 que les personnages comme Étienne Tshisekedi, c'est le genre de personnes qu'on fabrique une fois par siècle dans un pays déterminé. Alors le message que nous avons à l'UDPS maintenant, c'est d'abord de savoir que nous devons sauvegarder notre unité, quoi qu'il en soit et quoi qu'il en coûte. Étienne Tshisekedi Wamulumba était une école politique par laquelle beaucoup à l'opposition comme au pouvoir ont fréquenté. Tshisekedi comme état d'esprit, Tshisekedi est mort, Tshisekedi est vivant. Parce que Tshisekedi, c'est un état d'esprit. Et il a essayé d'investir dans nous autres, sa philosophie, sa pensée, son orientation. Près de 2 mois après sa disparition, le corps des leaders Maximo n'est toujours pas rapatrié en RDC et l'accord du 31 décembre 2016 loin d'être mis en œuvre. La classe politique semble ne pas avancer dans les pourparlers sur les arrangements particuliers, laissant planer l'incertitude sur son applicabilité. Né à Kananga le 14 décembre 1932, mort à Bruxelles le 1er février 2017, 84 ans de vie qui s'éteignent sans avoir atteint les objectifs. Cependant, Tshisekedi a ouvert les yeux de la population qui doit, comme il a toujours prôné, se prendre en charge pour son avenir. Tshisekedi décédé, est-il parti avec l'accord de la Saint-Sylvestre? C'est la question que se pose bon nombre de Congolais. Alexandre Kiyedi, Étienne Tshisekedi disparu. Qu'en est-il de l'unité de l'opposition? Elle est vouée à disparaître aussi? Non. D'abord, je veux dire une chose. Quand Tshisekedi était vivant, son seul discours et son discours le plus fort, le plus dynamique, c'était l'unité. L'unité, il faut rester unis. Et là, il nous a laissé encore unis, plus fort encore unis, puisque nous avons gardé la même colonne. La tête n'est plus là, mais à partir du secrétariat général jusqu'en bas, nous sommes stables, nous sommes restés pareils. Nul n'a fait défaut, nul n'a voulu prendre la place du secrétaire par la force. Nous ferons un congrès qui nous permettra de pouvoir nous choisir un chef et qui conduira l'IDPS comme il faut. L'IDPS est resté encore comme un paquet, comme un bloc soudé qu'on peut dépecer comme ça. On dit que sa succession fait déjà débat. Succession de qui? D'Étienne Tshisekedi. On n'en a pas encore parlé. Nous, à l'IDPS, nous allons faire un congrès. C'est là où vous verrez quelle sera la succession qui sera mise en place. Puisque Tshisekedi est mort, il n'a jamais laissé un héritier.
un héritier comme les remplaçants en tant que président. Il a laissé un fils qui était militant comme moi. Lui aussi a suivi les mêmes tracés que moi. Il était responsable sectionnaire, cellulaire, sectionnaire, fédéral. Il est arrivé jusqu'à au secrétaire national aux affaires extérieures et puis secrétaire général adjoint maintenant. Il est qu'un adjoint. Il y a un secrétaire général qui gère le parti qui est là. Kawin Maïzo, qu'incarnait Étienne Tshisekedi? Il incarnait quand même cette unité. Il a incarné l'homme politique le plus populaire du Congo, très charismatique, avec un CV énorme. Il a été Premier ministre, ministre, député, PDG, ambassadeur. Donc c'est un des meilleurs CV du pays. Bon, ce qui est déplorable avec lui, c'est qu'il a eu une carrière assez ambiguë. Et on ne sort de ces ambiguïtés qu'à ses dépens. Donc il a laissé une lutte complètement inachevée, un pays déchiré. Vous avez posé la question tout à l'heure sur l'unité de l'opposition. Ouais. Pour mettre les gens ensemble, il faut qu'il y ait unité d'intérêt. Il n'y avait pas unité d'intérêt. Hein, c'était de politiciens avec des petits calculs qui va grappiller ci, par là, parce que la politique au Congo, c'est un chenal d'enrichissement social et de promotion sociale. Donc l'opposition n'est pas du tout unie, tant si on peut parler d'opposition dans ces pays. Quand je dis opposition, c'est vraiment entre guillemets. Quant à l'UDPS, il fallait qu'il y ait une structure qui gère le parti pendant un mois avant l'organisation du congrès, selon leur statut. Cette structure n'a pas été mise en place. Et pourtant, ils savaient bien que les présidents de l'UDPS étaient malades. Comme ils ne l'ont pas fait, nous allons au-devant des problèmes. Alors maintenant qu'il n'est pas encore enterré, les problèmes ne sont pas clairement suscités. Mais je pense que lorsqu'il sera enterré, on en verra de mieux et de pas mieux. J'ai mal, quand on parle d'héritage, on parle aussi d'héritiers. Quels sont aujourd'hui les héritiers politiques possibles d'Étienne Tshisekedi? Heureux est celui qui est capable de le dire aujourd'hui, malheureux est celui qui n'a pas d'idée. Évidemment que nous l'avons tous, et si mon voisin de droite ne voit pas que le fils Félix Tshisekedi est là parce qu'en réalité il dirige la boutique, c'est qu'il est totalement aveugle. Moi j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour Étienne Tshisekedi, j'ai grandi dans son sillage, j'ai grandi avec son courage. Il n'y a aucun doute que sur le continent africain, j'ai appris en le regardant, en le suivant, ce que veut dire le courage politique. Affronter Mobutu dans la période où Mobutu était ce qu'il était n'est pas une chose banale. Et pour cela, nous devons le respecter, respecter sa mémoire. Ça n'empêche pas que nous ayons des griefs. 84 ans. Au bout d'un moment, on lâche. Et la force sur notre continent africain, c'est que les chefs d'État partent, les chefs de parti d'opposition ne partent jamais. C'est comme si c'était des boutiques qui leur appartiennent. Et quand ils partent, ils les laissent à leurs enfants. Et ça me pose un vrai problème. La deuxième chose, c'est que nous avons eu un dialogue que certains ont considéré comme étant pas complet. Octobre 2016, il a boudé. Il aurait pu sans doute tenir des choses beaucoup plus importantes. Lui, il a boudé. Il était malade en réalité. D'autres l'ont boudé pour lui en son nom. Puis en décembre, on a décidé, parce que la conférence épiscopale, qui elle a un poids différent, a décidé que ce pays ne peut pas sombrer, et ils ont raison de le faire, dans le chaos. Ça s'est fait quand même après 50 morts. Pardon, 50 Congolais morts de trop, et ça m'embête personnellement. Et puis finalement, on a l'impression que la vie politique aujourd'hui dans ce pays est prise en otage et que la mort de Étienne Tshisekedi et finalement est devenu un argument pour les ambitions des uns et des autres. Certains ne veulent pas l'enterrer, d'autres veulent l'enterrer une fois qu'on aura fait le débat politique. Certains disent non, tant que le nouveau Premier ministre, au demeurant, son fils, ou quelqu'un choisi pour son fils. Tout ça est malsain, le Congo, qui m'est très cher. Moi, le petit Mauritanien, je ne peux regarder ce pays qu'avec admiration, forcément, et ça m'embête. Et puis, in fine, et c'est un reproche que je fais à Tshisekedi, et au-delà de Tshisekedi aux oppositions africaines, vous savez, il y a une culture très francophone, proto-68art, qui consiste à croire que le pouvoir est sale et que le pouvoir ne s'en approche pas et qu'en fait, les lettres de noblesse, la galanterie formidable que nous avons, c'est de nous en éloigner et que plus on s'éloigne du pouvoir, plus on est noble, plus on est proche du pouvoir, plus on est sale. Et d'ailleurs, quand on s'approche du pouvoir, c'est qu'on a un problème. En fait, on fait de la politique pour s'approcher du pouvoir, on fait de la politique pour changer les choses, pas le pouvoir. Or, ce sentiment-là que j'ai, c'est que Étienne Tshisekedi, finalement, ne l'a pas tellement compris. Lui, pourtant, qui a commencé avec Mobutu, il a été Premier ministre, je veux dire, il a tout exercé. Mais à la fin, j'ai l'impression que cela est arrivé et qu'in fine, c'est un sentiment que j'ai, je ne peux pas l'accuser de quoi que ce soit. C'est que finalement, il faut faire de la place pour lui, son fils et ceux qui en sont proches. Et ça m'embête personnellement. Alexandre Kiedi, la disparition d'Étienne Tshisekedi, qu'est-ce que cela augure pour la mise en œuvre de l'accord qui a été signé le 31 décembre? Justement, c'est ça ce que nous voulons.
Tshisekedi a beaucoup œuvré pour que ces rassemblements soient construits et que l'accord puisse arriver à son terme. Il a beaucoup œuvré. Je vais revenir un peu sur les propos qu'a tenu mon frère, disant que nous sommes aveugles, nous ne voyons pas que Tshisekedi a préparé son fils. Mais vous savez, en philosophie politique, on parle souvent comme Marx disait, la reproduction de la classe ouvrière, la reproduction de la classe sociale, la reproduction de la classe bourgeoise. Félix, bien sûr que oui, son père l'a aidé. Mais il a fait ses preuves. On ne peut pas l'écarter. Il a fabriqué, vous voulez dire. Non, il a aidé. Papa ne fabrique pas quelqu'un. Il a aidé. Il a aidé, il a formé. Et il a donné à Félix le droit de faire partie de l'UDPS comme tous les autres. Il a été, moi je vous dis, moi j'étais devenu même cellulaire avant lui. Ouais. Il a fait toutes ses preuves dans tout le domaine qui constitue le statut de l'UDPS. Il est arrivé jusqu'au secrétaire général tel qu'il est là. Il a conduit, c'est lui qui a conduit la délégation du rassemblement lors de la CENCO, c'est lui. Avant même que Tshisekedi maire, tout le monde disait que Félix sera Premier ministre. Avant même que Tshisekedi maire, tout le monde le disait. Ce n'est pas seulement Tshisekedi, tout le monde le disait. Et aujourd'hui, on arrive là, on commence à lui montrer le doigt, comme si son papa a préparé le terrain pour lui, il a écarté tout le monde. L'UDPS comptait beaucoup de membres intelligents, beaucoup de responsables politiques forts, qui sont là maintenant aujourd'hui. Alors, Malizo, un mot très rapide sur l'alternance politique. Est-ce qu'il y a encore cet espoir d'alternance politique? Étienne Tshisekedi disparu. Il n'y a pas cet espoir parce que le diagnostic il est mal posé. Tant que les gens n'intégreront pas dans leur raisonnement le fait que le Congo est en train de vivre une guerre d'agression depuis 20 ans, cette guerre qui a fait entre 8 et 15 millions de morts, il y a 48 heures, on vient de décapiter 42 policiers. Tant qu'on n'intègre pas ça dans le raisonnement, on ne s'en sort pas. Donc, on a un problème, on pose un mauvais diagnostic, on cherche à résoudre une guerre d'agression comme si c'était une crise politique. On ne s'en sortira pas. Tant que le Conseil de sécurité ne prendra pas ses responsabilités pour mettre en branle les mécanismes de sécurité collective des Nations Unies, tels que énumérés dans le chapitre 7 de la Charte, on ne s'en sortira jamais. Cette classe politique qui tire sa légitimité de l'extérieur n'ira nulle part. Parce que quand on dit extérieur, on pense aux multinationales, on pense aux commanditaires qui ont commandité les crimes que nous vivons aujourd'hui au Congo, donc pas d'espoir. Merci. Et tout de suite, un rappel des titres qui ont été développés en début de cette émission. La CEDEAO évalue ses 10 ans d'expérience en matière d'assistance électorale. Cotonou, la capitale économique du Bénin, accueille un atelier sur les processus électoraux en Afrique de l'Ouest au cours de la dernière décennie. Les participants se penchent notamment sur le cadre juridique, l'inscription des électeurs ou encore la mobilisation des ressources. Et en Zambie, le gouvernement lance à partir de ce lundi et jusqu'au 31 mai une consultation publique sur l'adhésion du pays à la Cour pénale internationale. Cette opération menée par le ministère de la Justice fait suite à l'adoption d'une stratégie de retrait collectif lors du dernier sommet de l'Union africaine qui avait lieu au mois de janvier. Nous allons marquer une nouvelle pause. Dans un instant, la troisième partie de l'Africa News. Nous allons marquer une nouvelle pause. Dans un instant, la troisième partie de l'Africa News.